On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des 20 ans de Mères en action qui aident les femmes, les mères à revenir aux études. Mais tout d'abord, on vous parle d'agricultrices de chez nous qui sont allées faire un tour au Sénégal pour voir leurs semblables. Vous savez, on est au mois de mars. Tout récemment, le 8 mars, c'était la Journée internationale du droit des femmes. Mais j'ai vu aussi, tout récemment, on nous a communiqué une belle expérience vécue de la part d'agricultrices au Québec, mais principalement beaucoup émanant de la Montérégie, qui sont allées faire un tour au Sénégal pour voir là-bas aussi d'autres agricultrices. Parmi l'une de celles-là, Michèle Laberge, qui est la présidente des agricultrices de la Montérégie-Est, également deuxième vice-présidente des agricultrices du Québec. Elle est de Mont-Saint-Grégoire. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Vous êtes allée là quand? Donc, je suis revenue le 11 février, donc du 28, 2 semaines qu'on a passé, le fin janvier jusqu'à mi-février. On a passé 2 semaines là, au Sénégal. Bon, comment s'est mis en branle ce projet-là? Comment c'est arrivé? C'est une collaboration entre UPADI, qui est UPA, Union des producteurs agricoles, Développement international, et les agricultrices du Québec. Et en fait, c'est un projet de collaboration entre les deux organismes pour justement partager notre expertise avec des femmes de l'Afrique, en fait. Bon, c'est pas la première fois que ça se fait, je présume? Avec les agricultrices, sous toute réserve, je suis pas certaine qu'il y a eu des projets d'aussi grande envergure que jusqu'à maintenant. Donc, c'est sûr que ces projets-là ont diminué dans le temps de la COVID, mais ça vient de reprendre, là, et nous, on était le premier groupe, là, aussi nombreuses aussi. Je vous dirais, par contre, je vais peut-être corriger, il y a eu une délégation qui est allée au mois de, peut-être en 2020, juste avant la COVID. Il y a eu une première délégation avec les agricultrices du Québec. Et là, nous, on était la deuxième délégation. Là, je me corrige. Est-ce que pour vous, c'était une première participation du genre? Tout à fait. C'était mon premier voyage en Afrique et c'est mon premier voyage humanitaire, d'une certaine manière, oui. Qu'est-ce qui vous a incité à participer au projet? Je vous dirais que c'est toujours de se faire, de partager l'expertise que nous, on a et de voir un peu comment se passe si vous voulez, la situation de la femme à l'extérieur de notre pays et de partager sur des préoccupations en ce sens et d'accompagner aussi les femmes à mieux se faire reconnaître dans des entités, dans la gouvernance, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, ce qu'on a partagé, c'est surtout l'entrepreneuriat des femmes au Sénégal et aussi tout le volet, il y avait le volet gouvernance aussi sur lequel on a partagé. Quel est le premier choc culturel qu'on vit quand on débarque en Afrique, on s'en va voir des agricultrices sénégalaises? Qu'est-ce qui vous frappe en premier? Je vous dirais, ce qui m'a le plus frappé, c'est justement la présence des femmes là-bas. Elles sont, d'ailleurs, je l'ai partagé dans un communiqué, elles sont vraiment très colorées. Donc, juste au niveau vestimentaire, c'est flamboyant de les voir à travers tout le pays. Et leur présence est très grande dans ce sens et ils sont très impliqués, que ce soit dans les entreprises agricoles ou dans l'aspect même administratif. Donc, ils sont vraiment très impliqués. Et c'est ça, moi, qui m'a frappée parce que c'est sûr qu'on allait dans une mission en ce sens-là. Et c'est impressionnant de voir comment elles avancent aussi. Malgré toute la situation du pays, c'est impressionnant de voir comment elles se démarquent. C'est quoi la situation des femmes dans un pays comme le Sénégal aujourd'hui, en 2023? Elles sont beaucoup en dévouement. Si on compare par rapport à nous il y a plusieurs années, on est encore dans la réalité où parfois les jeunes enfants, on va faire le choix d'envoyer le garçon à l'école plutôt que les filles parce que souvent, il y a des difficultés au niveau du transport. Là, je parle plutôt des régions éloignées. En ville, c'est déjà... c'est une situation, l'accessibilité à l'éducation est présente. Mais quand on arrive dans les campagnes, il y a encore cette réalité-là de la difficulté du transport, tout le volet éducatif est encore plus pénalisant pour la femme par rapport aux jeunes garçons. Mais ça évolue, mais c'est une réalité qui est encore très présente. Donc, la présence des femmes, l'éducation, de mieux se positionner, nous, on était là pour les accompagner dans l'entrepreneuriat agricole. Donc, d'être plus présente au niveau, que ce soit au niveau de la propriété agricole ou de s'impliquer dans les entreprises agricoles. Est-ce que le rôle en tant qu'agricultrice ressemble à celui que vous avez ici au Québec? Dans la répartition des tâches, des responsabilités, est-ce qu'il y a des ressemblances? Il y a des ressemblances par rapport à ce qui se vivait peut-être plus autrefois. Okay.
par rapport à nous. En fait, nous, je dirais qu'on a quand même passablement évolué. Par contre, je vous dirais que j'ai été impressionnée. D'ailleurs, je le partage aussi. Elles ont une loi là-bas pour la parité homme-femme dans les conseils d'administration qui date de quelques années. Donc déjà, c'est déjà campé dans une loi qu'on doit atteindre une parité, même c'est obligatoire pour les entreprises électives, si on veut, que ce soit les municipalités et autres. Elles doivent avoir 50 de femmes et d'hommes dans les conseils d'administration. C'est une loi. Donc, c'est vraiment... Nous, on a été impressionnés de voir ça. On n'a pas ça ici. On n'a pas ça ici. On vise, c'est un objectif. On le vise mais... progressivement. Ouais. Il faut faire attention aussi quand on parle de parité. Il y a toujours des discussions à ce niveau-là. Mais on parle de parité, mais dans un contexte où, à compétence égale, c'est ce qu'on vise ici, au Québec. Tranquillement, on l'atteint, mais progressivement. Mais eux, ils ont une loi. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils l'appliquent à 100 mais ça démontre une volonté du pays à leur présence. Elles font quoi sur les fermes? Elles font tout, je vous dirais. C'est impressionnant. Donc, il y a beaucoup de la culture de l'arachide. Il y a l'élevage au niveau des animaux et autres. Elles participent à toutes les tâches. Donc, elles sont au champ. C'est impressionnant de voir là, le travail manuel qu'elles font. Donc, elles transportent beaucoup de choses. Si on veut manuellement, on travaille encore à certains égards avec les chevaux. S'il y a tout ce qui est machinerie agricole, c'est souvent du partage de machinerie. Donc, les moyens sont très, très limités. Il y a encore beaucoup de travail physique, comme il y en avait ici au Québec il y a plusieurs années. Donc, on est là, un peu là-bas. Donc, disons, les avancées technologiques ou la machinerie, ce qu'on a au Sénégal n'a rien à voir avec ce qu'on a ici sur nos fermes. Là. Non, évidemment pas. On est comme dans le Québec des années 20. Là. Exact. Je vous dirais même au niveau des marchés publics, là, ils sont installés par terre avec les légumes, les fruits pour la vente, que ce soit au niveau alimentaire ou même tout item. C'est des marchés qui sont sur les rues et ils vendent des petites quantités. Donc, c'est vraiment un autre monde. C'est un autre monde. Comment elles voient votre venue au Sénégal? C'est quoi leur perception qu'ils ont de vous? Elles sont très, très accueillantes. On a fait affaire, entre autres, avec un organisme, le Collège des femmes, qui est l'équivalent, si vous voulez, des agricultrices du Québec. Et on a rencontré des groupes de femmes, on a fait des ateliers ensemble. Elles sont très ouvertes, elles collaborent, on partage de l'information. Elles ont partagé leurs préoccupations. On a partagé aussi sur des façons de faire, comment on voit l'entrepreneuriat, comment aussi prendre confiance dans la mise en place d'entreprises agricoles là-bas. Elles sont très accueillantes et très ouvertes à partager leur réalité avec la nôtre. Donc, c'était vraiment des échanges en ce sens-là. Avez-vous eu l'impression que vous les avez aidées, qu'elles ont appris de vous? Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'il y a eu un... Et de l'autre côté aussi, est-ce que vous-même, vous avez appris de ces femmes-là? Bref, parlez-nous un peu de cette espèce de partage de connaissances ou de valeurs. En fait, je vous dirais que oui, elles apprécient grandement. Elles vont nous partager. Ils ont des problématiques un peu différentes des nôtres, que ce soit en approvisionnement d'eau. Tous les changements climatiques ont un impact important aussi sur la production agricole. Donc, elles apprennent, oui, elles les expérimentent aussi, parce que quand on se présente des groupes de femmes entre nous, il y a des entités politiques qui sont présentes aussi, donc de partager leur réalité par rapport aux instances décisionnelles, par rapport aux décideurs en place qui participaient aussi à nos échanges. Donc, elles prennent confiance. Elles sont très ouvertes. Puis, on s'entend que dans ces organismes-là, c'est des femmes qui sont déjà impliquées dans d'autres entités. Elles sont habituées aussi de travailler en atelier, puis de partager leurs connaissances. C'était enrichissant pour elles et pour nous, d'une certaine manière aussi, parce que quand je vous disais, au niveau de la gouvernance, on était impressionnés par rapport à ça. Mais c'est ça. Qu'est-ce que vous avez appris d'elles? Bon, vous dites la gouvernance, visiblement, c'est un point, mais qu'est-ce que vous avez appris de ces femmes-là? On voit un peu l'aspect leadership qui est important, autant là-bas qu'ici. Il y avait en fait une présidente du Collège des femmes qui nous a accompagnés tout le long du projet. Et on a partagé aussi, on a visité énormément aussi des fermes agricoles, que ce soit au niveau des productions fruitières, que ce soit aussi au niveau, je vous dirais, de la micro-agriculture urbaine, au niveau des villages qui ne sont pas nécessairement très développés, mais qui optimisent l'agriculture, même l'agriculture urbaine, à leur manière, différent. Mais c'est du toit jusqu'au sous-sol,
Ils vont optimiser leur espace pour produire de l'agriculture, pour alimenter leur famille, leur entourage, le marché. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail physique. Donc, c'est l'investissement qu'elles font, ces femmes-là, qui est quand même impressionnant. Puis, avez-vous l'impression, justement, que vous, de votre côté, vous leur avez appris quelque chose qui va leur servir? Oui, tout à fait. Mais il y a également, je vous dirais, un projet spécifique qu'on appelle le projet Jeunes Bergers, qui est un projet spécifique à UPADI, qui vise, entre autres, à optimiser l'élevage de moutons pour la Tabaski, qu'on appelle une fête musulmane. Leur objectif, c'est de devenir autonome au niveau de la production du mouton pour contribuer à cette fête-là. Au fond, ils doivent abattre un mouton par famille et actuellement, ils ne sont pas autosuffisants dans le pays. Donc, il y a un des projets de UPADI dans lequel on a aussi échangé, c'est d'encadrer ou d'aider, de financer ces projets-là ce sont des prêts qu'ils doivent rembourser, mais comment gérer un projet l'achat des moutons, l'alimentation, l'élevage, les soins des animaux. Donc, on a partagé sur ce projet-là, entre autres, de financement qui est éducatif à petite échelle, mais l'objectif, c'est de le multiplier à travers l'ensemble du pays pour favoriser l'autonomie de la population par rapport, entre autres, à cet élevage-là très spécifique. C'est un projet très spécifique de UPADI. En terminant, il nous reste à peu près une minute. Vous êtes la vice-présidente donc des agricultrices du Québec, mais vous êtes la présidente de la Montérégie-Est. Qu'est-ce que c'est comme type d'organisation? En fait, c'est un organisme qui représente les agricultrices dans le milieu agricole. En fait, on a deux grands objectifs, c'est l'entrepreneuriat et le volet gouvernance. Donc, on est, en fait, en résumé, des femmes qui sont impliquées dans l'agriculture, soit propriétaires, copropriétaires ou actives dans le milieu agricole. L'objectif, c'est qu'on puisse donner, en fait, des services aux femmes au niveau, entre autres, de l'entrepreneuriat. Donc, on offre des services gratuits pour que ce soit de notaires, fiscalistes, avocats. Donc, ce sont des services qui peuvent être accessibles avec une cotisation annuelle de 45 $ qui est Vous êtes combien au Québec? On est près de 700 actuellement pour l'ensemble du Québec. Madame Laberge, fort intéressant. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, je sors mes cuissards, mon casque et je pars à vélo. Avec la spécialiste en cyclotourisme à Tourisme Montérégie, Amélie Caron, qui est avec nous. Ça va pédaler, mes amis. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Vous connaissez peut-être l'organisme qu'on appelait autrefois Jeunes Mères en Action, qui s'appelle désormais Mères en Action. Ça existe depuis 20 ans dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un organisme, en gros, qui donne un coup de main aux mères, donc avec des enfants qui veulent aussi retourner aux études. Ça se fait pas parfois en claquant des doigts. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans parfois. Bref, on va vous expliquer un peu ce qu'il en devient aujourd'hui. 2 invités. D'abord, Martine Poulain, qui est la coordonnatrice des services et de l'intervention. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagnée de Sylvie Leduc, qui est gestionnaire administrative. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je le disais en introduction, ça s'appelait Jeunes Mères en Action. Maintenant, ça s'appelle Mères en Action tout court. Pourquoi? Oui, parce que pour nos 20 ans, on voulait vraiment du renouveau pour Jeunes Mères en Action, qui était notre nom auparavant. Donc, oui, Mères en Action, pour qu'on ait la rumeur que Mères en Action, on accueille des mamans de 25 ans et moins avec des jeunes enfants. Donc, ça fait plusieurs années qu'on accueille des mamans, qu'on offre des services aux mamans de plus de 25 ans. On a des mamans qui viennent à la ressource qui ont
30 ans, 35 ans et qui n'ont pas seulement des enfants 0-5 ans, qui ont aussi des enfants d'âge scolaire. Fait qu'on voulait, en renommant Mères en action, bien que ça soit vraiment inclusif là, pour toutes les mères de la région. Et plus représentatif de ce que vous faites, dans le fond, depuis plusieurs années, déjà de toute façon. Déjà de toute façon, oui. Mais ce changement-là, il s'est opéré de lui-même. Je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, quand on a créé l'organisme, c'était ça, Jeunes Mères en action pour les femmes de 25 ans et moins. Donc, il y avait des jeunes enfants, la halte garderie permettait un retour aux études. Qu'est-ce qui fait qu'au fil du temps, vous avez fini par accepter des jeunes mères ou des mères de plus de 25 ans? Parce que à cause des téléphones qu'on recevait, je recevais des téléphones de mamans de 27, 28 ans qui venaient d'accoucher avec un jeune enfant et j'étais incapable de leur dire, bien, venez pas à avoir des services chez nous. Comment je pouvais dire à une mère, tu as 26 ans ou tu es en couple aussi, beaucoup, pour cette rumeur-là aussi, beaucoup de mères, la population pensait encore que c'était que pour des mères monoparentales, mais non. Oui, pour le volet hébergement, que je vais parler peut-être un petit peu plus tard, mais pour les services de Mères en action, c'est aussi pour des mères. Il y a des mères qui sont en couple qui viennent à nos services. Donc, c'était vraiment là pour inclure le plus le nombre de mamans possible. Je pense que c'est important de le dire, parce que moi-même qui connaissais un peu l'organisme, j'avais cette impression que c'était pour les jeunes mères, monoparentales, qu'on hébergeait, halte garderie, tout ça. Donc, c'est important de le dire que les choses évoluent. Évoluent, oui. Mères en action aujourd'hui, en 2023, ça ressemble à quoi? Mères en action, aujourd'hui, on a 2 grands volets. En 2003, quand ça a commencé, déjà 2007, il y avait un centre d'hébergement, un 24 logements pour des mères, là, cette fois-ci monoparentales absolument, qui retournent aux études. Alors, il y a un centre, une ressource qui aide les familles, même s'ils ne sont pas monoparentales, et on a l'hébergement. Et ce qui s'en vient dès, je vous dirais, septembre prochain, on a une nouvelle place d'affaires. Alors, on a procédé à l'achat d'un duplex qui fait en sorte que ça devient notre pied à terre officiellement, qui a un volet pour la ressource, puis il va y avoir un volet pour notre halte garderie. Alors, quand les mamans sont en relation d'aide, sont en conférence, en colloque, on a une halte garderie qui garde les enfants pendant ce temps-là. Alors, le duplex qui va être situé au 143-145 rue Laurier, à partir de septembre, c'est l'endroit où est-ce qu'on a notre volet halte garderie et le volet ressources. Et sur la rue Tanner, c'est notre volet vraiment hébergement. Ce qu'on appelle la maison Dorimène Desjardins. Effectivement. Oui. Parce qu'effectivement, quand je lisais un article récent dans le Canada français où je voyais votre adresse administrative en ce moment, qui est le 330 rue Laurier, là, je comprends que vous achetez le 143-145 Laurier. Mais moi, dans ma tête, Jeunes Mères en action, c'était dans le quartier Saint-Eugène, non loin du centre de plein air, l'OTJ pour les plus vieux, avec la maison Dorimène Desjardins. Donc ça, le volet hébergement, il existe toujours. Et oui, c'est un service de Mères en action, dans le fond. Parce que les premiers services qu'on a offerts, c'était vraiment des ateliers de groupe pour les mamans. Et pendant que les mères sont en activité ensemble, elles jasent ensemble, mais il y a plein de volets qu'on discute avec les mamans. Il y a plein d'ateliers qu'on leur offre. Puis pendant ce temps-là, les enfants sont dans une halte garderie. Mais effectivement, le volet Maison Dorimène Desjardins, l'hébergement, est là depuis 2007. Fait que c'est vraiment un service aussi de Mères en action. OK. Donc, oui, allez-y. C'est un manque qui avait déjà, en 2003, rapidement, au bout de 3 ans, l'organisme s'est rendu compte qu'il y avait un manque. En tout cas, on pouvait aider encore plus les mamans en leur offrant de l'hébergement que nous, on pouvait gérer de l'intérieur en leur exigeant d'être aux études, par contre, à temps plein. Fait que c'est du logement temporaire. Ça peut aller jusqu'à un 5 ans tant que la maman est aux études. Ça l'a sauvé des vies, ça, là. Oui. Ça l'a changé des vies. Moi, je connais personnellement quelques mamans monoparentales qui ont passé par la maison Dorimène Desjardins sur la rue Tanner dans Saint-Eugène, pour qui ça a été vraiment un élément décisif dans leur retour aux études et leur changement de carrière, là. Nous, c'était un moyen de les aider parce que, dans le fond, l'objectif, c'est de leur offrir un hébergement abordable. C'est des logements à prix modique. Fait que quand financièrement, on est
c'est plus favorable, en tout cas, pour un retour aux études. Puis aussi, tout l'accompagnement. C'est un milieu de vie, hein, la maison d'Orimène Desjardins. Les gens s'entraident. Les mères s'entraident. Puis on a c'est la garderie Frisbee et compagnie juste à côté. Puis les mères sont prioritaires pour avoir une place à la garderie. Fait que dans le fond, c'est de leur offrir toutes les conditions favorables pour un retour aux études. On a, depuis 2007, au moins une soixantaine de mamans qui ont gradué dans leur diplôme de scolaire, puis qui sont sur le marché du travail aujourd'hui. Bien, combien de fois ici on a reçu à l'émission des gens là, qui sont retournés aux études? C'est pas facile. On peut imaginer une mère monoparentale qui a 23, 25, 28 ans, peu importe. Là, tu dis, OK, c'est bien beau retourner aux études à temps plein, mais comment je vais vivre? Comment je vais travailler? Qui va s'occuper de mes enfants? Je veux dire, on veut bien, mais encore faut-il aider ceux qui veulent retrouver ce chemin des études pour changer leur vie pour les 30 à 40 prochaines années. Elles ont tout le mérite. Hein? Conciliation études-famille, ils l'ont en plus que du 100 %. Dans le fond, elles ont le mérite de se maintenir. Tu sais, le défi aussi, c'est de se maintenir dans leur projet d'études. Puis je pense qu'en leur offrant l'accompagnement, des grandes oreilles pour les écouter, que quand ça se passe bien, quand ça se passe moins bien, puis toute l'aide, l'entraide qui se passe entre les mères, c'est ça qui est gagnant aussi pour elles. Là. Donc, je résume. Mère en action... Donc, l'hébergement, 24 logis pour des mamans monoparentales et il y a une garderie sur la rue Towner dans Saint-Eugène. Mais à votre local administratif, qui va changer prochainement, quels sont les autres services que vous offrez à ce moment-là? Bien, il y a beaucoup de services. On a deux intervenantes. Alors, il y en a une pratiquement à temps plein à la maison d'Orimène Desjardins. Il y en a une à temps plein aussi à la ressource qui va être au 143-145 rue Laurier. On a une qui surveille aussi les enfants. Donc, on a une qui est formée, notre Jessica, qui est formée à Halte Garderie. Et les autres, les services, bien, il y a beaucoup de relations d'aide, de la formation, de l'écoute. S'il y a une maman qui est en instance de divorce, par exemple, c'est difficile, ça fait beaucoup de poids sur elle. On peut l'accompagner dans ces démarches-là. Des cafés-conférences, du répit aussi. Alors, des fois, il y a des mamans qui ont besoin de répit ou juste se parler entre elles. Alors, il y a plusieurs volets là, de ressourcement. Tous les matins, là, on a l'intervenante qui fait de l'aide à ce niveau-là. Quand vous combinez là, le service d'hébergement ou le service que vous offrez sur la rue Laurier, dans une année d'opération, vous pouvez aider combien de femmes? On touche en moyenne 80 femmes par année. Ouais. C'est énorme. Donc, puis c'est ça. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a des mères qui peuvent habiter nos logements, qui peuvent venir aussi faire les ateliers, qui vont venir faire les ateliers sur la rue Laurier. Donc, oui, c'est 80 femmes par année, mais aussi, même si on s'appelle Mère en action, on permet aux conjoints de ces mamans-là de les rencontrer dans l'année. On va les inviter aux activités, par exemple, comme aller aux pommes, faire les activités dans les parcs l'été. Bien, c'est le fun de rencontrer aussi les conjoints de ces mamans-là. Donc, ils participent à nos activités plus sociales et récréatives là, durant l'année. Comment arrivez-vous à financer vos opérations? Parce que quand même, là, vous avez le 24 logis. Bon, je comprends que c'est des loyers à prix modique, mais quand même, vous avez des autres services. Bref, comment vous arrivez à financer vos opérations annuellement? Il y a beaucoup de subventions. On a de l'aide financière aussi, des dons. Subventions du ministère de la Famille, c'est le gros noyau, je vous dirais. Et l'hébergement avec la SHQ qui nous a aidés à ce niveau-là. Donc, Desjardins aussi, par la construction, là, nous ont aidés avec Maison d'Orimène Desjardins, d'où vient le nom. Donc, il y a beaucoup de financement et de dons. Alors là, on recherche continuellement, c'est pas simple, hein, ça reste limité comme revenu. Alors, on est à la recherche continuellement là, de ressources. Exemple, pour l'achat du duplex, le nouveau pied à terre, il fallait agrandir. On n'avait plus de place pour aider suffisamment nos mamans. Il y a de plus en plus de besoins.
depuis 3-4 années. Là. Alors, on a des grands besoins qui sont là et on n'avait pas les locaux, pas assez confidentiels, pas d'aide pour les enfants aussi. Les mamans nous demandent beaucoup d'aide, puis on supporte, nos intervenantes supportent les enfants de ces mamans-là. Donc, c'est plus large comme aide que juste les mamans. On aide la famille surtout là, pour les mamans monoparentales. Alors, on avait besoin de plus grand. Alors, on a besoin de plus de revenus aussi. Il y a beaucoup de recherche de financement à faire. Est-ce qu'il y a ailleurs au Québec, il y a des organismes qui ressemblent à Mère en Action? Oui. Il y a Mère avec pouvoir à Montréal, qui nous ressemble beaucoup. Il y a Mère et Monde à Québec. Il y a l'Envol aussi. Je vous dirais que Mère en Action est calquée en grande partie de l'Envol, où j'avais travaillé, là, moi, avant d'arriver à Mère en Action. Donc, il y a, de plus en plus aussi, il y a de l'hébergement pour femmes qui retournent aux études. Là, il y a plusieurs projets là, qui ont vu jour là, suite à Mère en Action là, pour ce volet hébergement-là. Ouais. Donc, changement de nom, changement de logo, plus inclusif. Donc, Mère en Action qui célèbre son 20e anniversaire, ressources d'hébergement, mais ressources également d'accompagnement. Et tout ça, dans le fond, calqué sous le modèle où on priorise, dans le fond, le retour aux études pour permettre à ces femmes-là de retrouver, évidemment, un semblant de vie beaucoup plus normal et surtout prospérer pour l'avenir. Effectivement. C'est ça. En conclusion? Et je vous remercie de nous recevoir. C'est important, je pense, qu'on sache que Mère en Action est là pour aider le plus de mamans possible et de familles. À vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Le groupe musical Bête Manège sera en spectacle ce dimanche. C'est un café rencontre découverte du côté du domaine Trinity à Iberville. Si vous désirez bien sûr avoir de l'information, vous allez sur le site général à Saint-Jean qui s'appelle maculture.ca pour avoir tous les détails. Domaine Trinity, toujours beau à voir. À demain. Bye bye.